Alors, du coup, j'ai un peu analysé et je me suis dit, le problème, c'est que ils sont assez doués quand même, les climato-sceptiques. Ils ont un bon réseau de gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas beaucoup de followers. Mais dès qu'il y en a un qui dit une connerie, les autres retweetent. Du coup, ça fait beaucoup de partage et du coup, ça fait un référencement de folie. Donc, c'est un cercle vicieux et il faut absolument arriver à le casser. Ce que j'ai proposé, du coup, c'est d'occuper le terrain à leur place. Donc, d'essayer de créer des contenus qui seraient suffisamment bien référencés. Et donc, pour ça, il fallait qu'ils soient beaucoup partagés. Donc, on a eu l'idée, et c'est notamment parce que c'est des climatologues qui nous ont demandé eux-mêmes de travailler avec Bonpot. En fait, Bonpot, je suis sûre que beaucoup d'entre vous le connaissez déjà. Il est très connu, notamment auprès du public jeune, mais pas que. Mais il avait, il y a 18 mois, il avait beaucoup moins de followers, quelle que soit la plateforme. Et en fait, il écrivait beaucoup de choses. Il a commencé, c'était pas que sur le climat et l'environnement. Il commençait à peu près sur tout et n'importe quoi. Son idée, le terme de bon pote, c'est de dire, en fait, vous n'avez pas le temps de vous renseigner, donc moi, je me documente pour vous et je vous dis. Et donc, en tout cas, il a acquis une certaine notoriété auprès des climatologues parce que son souci, c'était toujours de faire valider ce qu'il écrivait. Donc, il avait plusieurs fois échangé avec Valérie Masson-Delbrot, Christophe Cassou. Donc, ces deux personnes m'ont dit, il faut absolument que tu travailles avec des gens comme lui qui ont la manière de s'adresser aux jeunes, qui sont super rigoureux. Voilà. Donc, on a pris contact. Et l'autre idée que j'ai eue, c'est de m'appuyer aussi sur une déclinaison visuelle et du coup de faire un maillage où en fait les textes étaient des textes assez longs, qui sont beaucoup plus longs que ce qu'il y a sur le livre, étaient présents sur le site de Bonpot et l'illustration de ce texte était sur le site de l'INSU. Voilà, donc en fait, la plupart des articles étaient rédigés par Bonpot, mais j'en ai rédigé peut-être un petit tiers. Ça a toujours été très, très en interaction avec les scientifiques, comme Pascal ou Marie-Alice qui sont là, qu'on a sollicité à des degrés divers, mais en tout cas, chaque texte et chaque planche était relu. Au début, c'était un rythme de folie, on s'était mis la pression. D'abord, on pensait en faire que 8 ou 10. Ensuite, on s'est rendu compte que ça marchait. Alors, au début, c'était le mardi, c'était publié sur le site de Bonpot, et le jeudi, la graphiste devait sortir la planche. Autant vous dire que, surtout pour la graphiste, c'était quand même un peu hard. Donc, au d'un moment, on a pris 15 jours, puis à la fin, c'était plus vraiment ça. Mais bon, le pli était pris et les gens, de toute façon, regardaient les contenus. Bonpot, si vous ne le connaissez pas, actuellement, c'est ce qu'on peut à peu près dire de lui en termes de reach. C'est quand même assez énorme. À l'époque, c'était moins. Je me rappelle, sur Twitter, il en avait 7000 et le reste, je n'avais pas forcément bien regardé. Il s'auto-intitule un média qui informe sur un truc pas cool, le changement climatique. Et il a des articles, je vous ai mis un petit capture d'écran de son site web pour vous dire que c'est des choses qui ne sont pas toujours très scientifique, c'est parfois plus, c'est vraiment autour de l'environnement et du climat, c'est plus sur l'engagement, sur sa manière, lui, de vivre aussi son engagement. Et je me suis adjoint à la participation de Claire Marc, qui avait un profil intéressant. En fait, elle a un profil scientifique, elle a fait de l'océanographie. Et j'avais vu que, en fait, c'est un chercheur qui m'avait un jour envoyé une planche qu'elle avait faite et je m'étais dit, c'est trop génial, j'aimerais bien faire quelque chose avec elle. Et donc, voilà, ça a fait tilt. Donc, le projet, donc toujours sur Internet, c'était de faire des tirs croisés puisque chaque article était publié sur le site et renvoyé vers le nôtre et vice-versa. Et c'est ça, en fait, qui a créé un super référencement assez inespéré dont j'en parlerai. Je pense que le partenariat, au final, il est gagnant-gagnant. Alors, j'ai enlevé de l'équation la graphiste, je pense que c'est carrément gagnant pour elle parce qu'elle a plein de projets qui lui arrivent. Mais Bonpot, on lui a apporté des sujets. On lui a apporté une caution scientifique parce que souvent, il se fait défoncer en disant « tu dis n'importe quoi, je suis sûre que les climatologues, ils se foutent de ta gueule ». Pas du tout. Bonpot, voilà, encore une fois, à chaque fois, dans ce cadre-là, il était très rigoureux et je pense que d'une manière générale, on peut lui faire confiance. On lui a apporté une autre audience, du coup, c'est plutôt chouette pour lui. Donc, par exemple, sur Twitter,
quand j'avais préparé pour une autre présentation cette slide, il était passé de 7 000 à 37 000, et là, je vous ai dit, il est à 50 000, donc ça enfle. Et nous, il nous a clairement apporté beaucoup de choses. Il nous a apporté une autre audience qu'on n'aurait certainement pas pu capter avec nos petits tweets institutionnels ou hyper scientifiques, et peut-être aussi un capital sympathie. Les illustrations, donc la partie claire, en fait, ça donne un aspect léger, mais il ne faut pas croire que c'est que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de rigueur. Et je vous ai mis, à titre d'exemple, trois schémas qui nous ont donné bien du mal. Alors, il y a quelque chose qui concerne Pascal, parce qu'on avait dû le refaire, enfin, mais je sais que j'avais vraiment donné, c'était très challengeant pour Claire. Sur donc les variations de l'activité solaire, etc. Là, c'est pour vous dire aussi que même l'endroit où sont situés les traits bleus, il y a eu des discussions, non, un peu plus à gauche, plus à droite. Pour dire aussi, tout a toujours été fait en virtuel. Hein, donc, je n'ai rencontré mon pote Claire qu'il n'y a pas très longtemps pour les premières séances de dédicace. Donc, ce n'est pas toujours très facile non plus. Et puis, sur les glaciers, l'endroit où sont disposés les cailloux ne sont pas laissés complètement au hasard. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas croire que c'est juste joli. C'est joli, c'est ludique, mais c'est aussi très pédagogique et rigoureux. Et l'impact, donc, comme le but du jeu a été atteint pour le web, hein, sur certains sujets, alors bon, ça date un peu, les captures d'écran, il est possible que ça ait un peu changé, mais sur le consensus climatique, c'est nous les premiers, la sécheresse, on était en deuxième, les mégafeux, on est en premier. Donc, sur certains sujets, c'est plus compliqué, mais voilà, on était très contents d'avoir atteint notre objectif. Et puis, soudain, on m'a fait des commentaires pas mal sur Twitter. Oh, c'était surtout les enseignants qui me disaient ça serait bien si on pouvait utiliser les visuels. Ben, justement, c'était celui de Pascal. Si on pouvait les montrer à nos élèves et tout. Donc, je me suis dit, s'il y a de l'intérêt des enseignants, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'en ai parlé à CNRS Édition qui a tout de suite dit banco. Et c'est là où le phénomène, là, je ne comprends plus rien. Donc, il est sorti le 3 mars. Grâce à Bon Pote, on a eu des milliers de commentaires suite à cette annonce. Il était en rupture de stock une semaine. Putain. Donc là, il y a eu beaucoup de frustration. Ils n'en avaient pas publié énormément. Ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner aussi. Mais bon. Le PDG du CNRS a décidé d'en envoyer à tous les élus. Donc, il y en a tout de suite eu 1100 qui sont sortis du stock. Donc là, on en a 15 000 ventes et apparemment, c'est le best-seller pour le moment ever de CNRS Édition. Et alors, justement, on a apporté un, donc on les a déclinés aussi en quelques monos, parce que, bon, l'idée, voilà, en fait, si c'est un livre, c'est que accessoire pour nous, même si c'est finalement ça qui nous fait connaître encore plus. Mais la base, c'est vraiment de transmettre tout ce savoir et notamment les associations, les scolaires. Il y a beaucoup de fêtes de la science, il y a beaucoup d'opportunités finalement où les gens peuvent avoir envie de vulgariser ce sujet-là. Et donc, on propose en téléchargement 3 des chapitres, enfin les 3 premiers chapitres en fait. Et donc, chacun donne lieu à 2 kakémonos parce que c'est assez long. Et autre signe de succès, c'est qu'en fait, tous ces contenus, les planches, etc., elles sont téléchargeables, enfin, visibles sur Internet et ça n'empêche pas les gens d'acheter le livre. Je pense que ça permet un autre partage, ça permet de discuter autour. On voit que les gens qui l'achètent, enfin, qui viennent en dédicace, ils l'ont déjà lu, en général, ils viennent l'acheter pour l'offrir à quelqu'un, pour en discuter avec leurs parents, avec leur comité de direction, avec la responsable RSE. Enfin, c'est des choses assez étonnantes. Je pense que c'est un peu un outil de médiation, c'est pour rentrer en matière et puis après on dit et alors maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi, nous à notre niveau. Et donc je vais laisser la parole à Pascal ou Marie-Aline, je ne sais plus. Voilà, merci Anne, je crois qu'on est à peu près au point pour continuer. Donc, je m'appelle Pascal Braconneau, je suis chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay et je m'occupe de changement climatique, que ce soit des paléoclimats, du climat actuel ou des climats futurs, et ce sous l'angle de la modélisation. Alors j'étais plus ou moins en fait, l'idée c'est de vous faire partager ici un petit peu ma vision que j'ai eue de ça en étant quelqu'un qui était amené à regarder l'un des chapitres au départ. Et à un moment où finalement, personnellement, je n'étais pas nécessairement bien au vent de ce qui était en train de se tramer.
et que j'ai trouvé, quand Anne en a parlé, cette intervention extrêmement intéressante. Et comme l'a dit Anne, ça interroge sur la façon de transmettre notre science qui est là. C'est quand même assez compliqué finalement dans tous ces détails. Et comment on va aller capter les éléments essentiels. Et au-delà de ça, est-ce que les éléments essentiels que j'ai captés, qui finissent sur un petit graphicus, là, représentent bien, mais pas faux, ne véhiculent pas quelque chose de faux. Donc c'est un peu sous cet angle-là que j'avais regardé le chapitre en me disant, il y a beaucoup de questions didactiques derrière, et il y a que véhicule aussi l'inconscient quand on regarde le livre, quand on regarde les dessins. Alors j'ai surtout, je suis intervenue essentiellement sur cette question numéro 3, et je vais essayer de vous passer à la fois des messages et puis de vous montrer un peu ce que ça résume comme complexité. Alors là, une question classique, quand on parle de climat, c'est effectivement, on s'entend assez rapidement dire, mais le climat, il a toujours changé, et qui de quoi. Et puis effectivement, la question qui nous est posée, la réponse pour nous, c'est de se dire, bah oui, il a toujours changé, mais peut-être qu'il change différemment parce que l'homme est en train d'avoir une empreinte assez capitale sur la façon dont le climat change. Et donc, c'est un peu ce qui est résumé ici au début, de dire, bah oui, le climat a toujours changé, et si on regarde dans le temps, dans le passé, eh ben, on sait qu'il y a eu des périodes, il y a longtemps, qui étaient vraiment beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui, et ça, c'est un petit terre qui avait déjà très, très chaud. Et puis, il y a un deuxième message qui est aussi de dire là, et puis il y a eu aussi d'autres choses, dans les 2 derniers millions d'années, il y a eu des alternances de froid et chaud, et alors ce froid et chaud, ici, c'est un petit soleil, un petit flocon, etc. Alors, je vous invite tous à regarder ces 2 figures, pas nécessairement lire ce qu'il y a dessus, et imaginez ce que ça vous met dans votre inconscient comme type de variation. Okay, voilà. Qu'est-ce que vous en tirez comme information Je vous laisse une seconde pour faire ça. Et maintenant, vous la voyez pas? Non. Vas-y. Alors attends, on va faire. J'ai compris. Je crois que j'ai compris. Je fais ça. Non, ça va mieux. Je pense que ça. C'est là qu'il faut taper. Voilà. C'est trop fait. C'est trop vite. Voilà. Alors, je me suis amusée à aller regarder. Vous savez qu'il y a les rapports du GIEC qui font un peu la synthèse de ce qu'on sait sur le climat, où est-ce qu'on en est, comment ça varie. Donc, j'ai repris une figure, finalement, la première figure, le petit dessin, là, il résume en gros tout ça. Et donc, je tenais à vous le montrer. Donc, c'est un peu l'évolution du climat de la Terre tel qu'on le voit depuis il y a très, très longtemps. Donc là, c'est 10 millions d'années. On passe des centaines d'années, etc., jusqu'à la période actuelle. Et puis, ce qui risque de se passer suivant l'activité humaine, c'est toutes les petites courbes qui sont à la fin. Et on a ça à partir du tas d'enregistrements d'archives, qu'elles soient sédimentaires, les roches, dans l'océan, dans les glaces, un peu partout, et on arrive à reproduire ça. Et puis la courbe du bas, la courbe du haut, c'est ce qu'on peut reconstruire comme dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc qui est ce fameux dioxyde qui a un effet de serre et qui va nous aider à piéger le rayonnement dans l'atmosphère et conduire à des réchauffements. Donc on en parle beaucoup pour la période actuelle. Et puis la deuxième courbe, c'est un peu des enregistrements de température. Donc le premier message qui vous était dit, c'est de dire, ben voilà, donc ça c'est la synthèse de tout ce qu'on sait scientifiquement. Et le premier message, c'est de se dire, bon, on est là. Et puis si je retire un trait par rapport aux conditions actuelles, ben, je vois effectivement qu'il y a toute une période où j'étais beaucoup plus chaud que l'actuelle. Donc ça, c'est cette première chose. La période actuelle, et ben, il y a eu des périodes plus chaudes. Maintenant, vous voyez aussi qu'il y a plein de périodes qui étaient en dessous de la période actuelle. Et puis, le deuxième message, c'était de dire il y a eu des tas de périodes où il y avait du chaud et du froid. Et puis, ben, ça caractérise ce qu'on appelle ici les cycles glaciaires interglaciaires, des périodes effectivement de chaud et de froid qui se sont alternés. Mais on voit que sur 800 000 ans, ici, ben, les températures n'ont jamais été ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc c'est un résumé, et puis où est-ce qu'on peut aller. Donc des petits dessins simples qui mettent quelque chose dans la tête, qui résument quelque chose d'assez simplifié. Et puis, on le voyait sur l'autre figure, alors c'est du coup cette petite courbe ici, va se dire voilà, depuis 2000 ans, parce que si c'est les 2000 dernières années, voilà, en gros, il y a eu des fluctuations climatiques. Donc là aussi, l'idée, c'est que
les fluctuations qui sont là sur la petite courbe, elles sont si possible pas trop fausses par rapport à la réalité qui a été mesurée ou observée. Et puis voilà où on est. Et donc, c'est là qu'on peut dire. Et attention, ce qu'on a fait de façon très rapide dans les dernières années, et c'est depuis le début de l'ère industrielle, eh ben, ça n'a rien à voir avec ce qui a pu se passer tout seul sur ces 2000 dernières années, avec une activité humaine qui était moins prégnante, en particulier sur les émissions de dioxyde de carbone. Alors, il y a un petit graphique aussi qui essaie de dire comment on arrive à savoir tout ça. C'est un peu ce que je vous ai dit. Il y a plein d'enregistrements de toutes sortes qui permettent de reconstruire le passé. Et alors, on avait fait à une époque le climat à découvert du CNRS aussi, qui était aussi une réponse à des climato-sceptiques à l'époque. Et il y avait donc un physicien, j'ai oublié son nom, Rémi Mossery, pardon, qui avait été frappé, parce que l'idée, c'était d'avoir un comité éditorial qui prenait des gens, si possible, pas dans la communauté climat, pour voir quelle était leur vision de la communauté climat. Et il avait été frappé de tout ce qui avait été raconté au climat, de dire oh, mais c'est incroyable comme la Terre passe son temps à enregistrer de la température. Et effectivement, parce qu'il y a plein de processus sur Terre qui vont dépendre de la température et la façon dont on s'enregistre. Donc ça, c'est pour le côté découverte. Ah bien, je vais y arriver, c'est ça. Alors ensuite, ce qu'essaie de faire ce chapitre-là aussi, c'est de se dire, il faut quand même donner des idées de comment ça marche, qu'est-ce qui est en train de changer, pourquoi ça change. Et alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a des schémas qui rappellent qu'en fait, s'il y a un climat, s'il y a des mouvements dans l'océan, dans l'atmosphère, et puis s'il y a de la météorologie, c'est parce qu'il y a un petit moteur de tout ça qui s'appelle le Soleil, et que c'est lui qui va imprimer le fait qu'il soit plus d'énergie à l'équateur qu'au pôle, et puis que les mouvements de l'air et de l'eau vont redistribuer cette énergie sur Terre. Ça nous dit aussi un petit schéma très simple, et c'est marqué très simplifié, donc ça m'a fait sourire quand j'avais vu ça, mais c'est très bien de l'avoir mis comme ça, qui vont dire voilà, on reçoit du soleil, puis on remet un autre rayonnement qui est sous forme infrarouge, lié à la température, et puis si tout était bien, finalement, en haut de l'atmosphère, c'est un système qu'on peut dire fermé, donc en gros, on en rayonne autant qu'on en prend, c'est bon. Et puis après, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe alors? Donc, on a un système énergétique, et puis on essaie de faire comprendre effectivement que toutes les émissions dues à l'activité humaine ou naturelle, le soleil varie dans le temps, soit par cause de son ellipse autour du. Pardon. Le soleil qu'on reçoit varie, soit parce que le soleil lui-même, il a des petites fluctuations dans le temps, soit parce que l'ellipse et son circuit autour du soleil varie, et puis il y a des beaux temps. Donc tout ça, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça essaie d'expliquer ces dessins que tout ça, ça va modifier l'énergétique, et que donc ça va modifier la façon dont les courants, l'atmosphère, les vents, etc., vont travailler l'énergie et l'eau d'une région à l'autre. Alors, Anne a mentionné ce petit graphique. Et alors pour moi, ça a été drôle cette partie-là parce que je suis très bon public, j'adore les dessins. Et donc, quand j'ai vu le chapitre arriver, j'avais un grand sourire, je dis ah, c'est génial ce truc, et puis on passe, etc. Puis tout d'un coup, je me suis mis à réfléchir. Puis tout d'un coup, j'ai regardé le dessin, et puis je ne voyais rien. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ce dessin, il est faux. Voilà. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver que le dessin était faux. Le dessin était faux dans la façon dont il disait, en fait, on varie l'ellipse dans le temps, et ça induit des choses fausses, en fait, dans la tête des gens. Et on a passé quand même le temps d'aller-retour là, pour arriver à la fois à dire, non, il faut que la représentation de l'ellipse et de sa variation dans le temps soit le plus correct possible, si possible. Et puis après, qu'on comprenne en plus que le circuit de la Terre sur cette ellipse peut être différent entre les périodes. Alors, je ne sais pas si c'est complètement réussi, en tout cas, l'idée, elle était là. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est la partie pour nous, les scientifiques, la plus difficile parfois, parce qu'on est comme tout le monde, on a des induits, et quand on est dans le domaine, parfois on ne voit pas. Et puis quand il faut vraiment se mettre à réfléchir pour se demander est-ce qu'une figure est correcte, est-ce qu'elle transmet le bon message ou pas, et on espère que c'est le cas à la sortie. Alors, c'est nouveau pareil, pourquoi je n'arrive pas à passer? Ah, ça y est, vous l'avez?
Voilà. Alors, je vais faire une excursion sur un autre chapitre, parce que je trouvais qu'il y avait aussi dépendant. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que c'est l'actualité, mais pas que. C'est pareil, on parle beaucoup de ces questions de sécheresse, on parle de vagues de chaleur, mais également les sécheresses. Et de la même manière, c'est un sujet, comme par rapport à d'autres changements climatiques, où aller trop vite, c'est ce que j'ai mis là. Aller trop vite dans une réponse peut donner des choses complètement fausses par rapport à ce qu'on pourrait faire de cette réponse. Et donc, la raison pour ça, c'est quand on parle de sécheresse, c'est ce qui est sur ce petit graphique ici, il n'y a pas une seule type de sécheresse. Il y a des déficits d'eau qui sont des déficits de pluie dans l'atmosphère, c'est ce qui est là-haut. Il y a les sécheresses agronomiques, donc il faut qu'il y ait un lien avec le sol et ça va être important pour l'agriculture. Et puis, il y a des sécheresses qui sont plutôt les rivières, les choses comme ça elles-mêmes. Donc, suivant ce qu'on a besoin de regarder, le critère qu'on va se mettre pour dire c'est grave ou pas grave, c'est là que ça joue, va dépendre de ce que l'on fait, de ce que l'on regarde. Et c'est ce qu'essaye de mettre un petit peu ce graphique en tête. Et puis après, ça dit, bah oui, il y a le climat qui joue sur les sécheresses, il y a ce qui s'est passé la saison précédente, le type de sol, et puis la végétation en face. Et puis tout ça, suivant ce qui se passe, il y a des déficits d'eau ou pas, ben ça va être grave ou pas, suivant le type de choses que je regarde. Donc là, c'était vraiment pour attirer votre attention sur... il y a des moments, la simplification jusqu'à l'extrême de dire qu'il n'y aurait qu'une seule sécheresse, ce n'est pas possible, il faut trouver un moyen d'illustrer la complexité. Et je trouve que c'est pas mal fait là. Alors, et ça cache aussi quelque chose qui n'était pas utile pour le chapitre, et c'est là que la médiation, où elle est captée juste ce qui est utile pour un message important. Vous avez vu qu'il y a un endroit, c'est écrit suivant le type de végétation, il se passe des choses. Et puis, en fait, si vous prenez pareil le rapport du GIEC, donc ça, c'est aussi un graphique qui se veut pour de la médiation scientifique, un peu compliqué quand même, mais qui explique qu'en fait, cette végétation qu'elle a, elle dépend de plein de choses sur l'activité humaine, la façon dont on utilise les terres pour l'agriculture, la déforestation, etc. Et puis que voilà, il y a des processus physiques qui se jouent là, et puis que tout ça, ça va modifier pas mal de choses en fait, au niveau du climat, des températures, des précipitations locales, et puis cette notion de sécheresse. Voilà. Et donc là, il y a un choix typique qui est fait au niveau de la médiation du livre, de dire je n'ai pas besoin de parler de tout ça, parce que c'est pas utile complètement pour mon propos. Et puis, en revanche, je dois quand même dire quelque part que l'activité humaine a un rôle à jouer dans les histoires de sécheresse. Alors, je fais ça. Voilà. Alors, je passe tout. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est la façon dont on essaie d'expliquer quelles sont les sécheresses en France, comment ça a évolué, etc. En vous montrant que dans le passé, on commence à voir que ces sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Et puis, si vous regardez le rapport du GIEC, c'est qu'elles vont devenir de plus en plus fréquentes. Et puis, suivant ce qu'on fait, elles vont devenir très graves. Au contraire, on va avoir des sécheresses plus fréquentes, mais on arrivera peut-être à s'adapter et à faire ce qu'il faut pour pouvoir faire face. Et puis, il y a un petit graphique aussi qui essaie d'expliquer que tout ça, à l'échelle de la France, c'est pas la France, elle est homogène, et on le sait très bien. Et suivant les régions, ça va se passer différemment. Et puis, comme il y a un lien avec la société, il y a directement un lien avec la société, sur l'agriculture, les rendements, la nourriture, etc. Et ce petit graphique qui dit que tout ça, c'est important. Et ça n'occulte pas le fait qu'un des sujets de recherche actuels très, très, très développés, que modifier tout ça, l'air de rien, ça a aussi un retour sur le climat et la façon dont il pourrait rechanger. Donc, en fait, ces petits graphiques véhiculent plein de messages très importants sur la façon de voir cette interaction entre climat, activité humaine et puis rétroaction sur la société qui peut aussi avoir un effet bénéfique ou pas sur le phénomène regardé. Je crois que c'était le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin, j'ai mis les deux mots de la fin l'un à côté de l'autre, qui était de dire ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a plein de facteurs naturels qui font bouger le climat, il y a très bouger, etc. Mais l'homme, dans les dernières années, par son activité, est la principale cause de changement climatique et de réchauffement très rapide qui est en cours. Donc ça, c'est ce type d'illustration. Et puis d'autres qui disent, et il y a aussi des phénomènes importants
qui ont un impact pour toute notre société, nos activités, type, j'en ai pris un là, les sécheresses, et on sait que ces extrêmes vont s'amplifier et que le degré d'amplification va dépendre de ce que l'on fait. Merci beaucoup, Pascal. En fait, je n'ai pas préparé de slide. J'ai juste, si on veut, on peut mettre la question. Donc, moi, j'ai été interviewée pour la question numéro 15. Qu'est-ce qu'un modèle climatique? Mais j'ai juste prévu de vous parler. Oui, je veux bien. Mais je ne vais pas faire comme Pascal, je ne vais pas rentrer dans les détails de la réponse. Je voulais vous parler de la démarche. Donc, moi, je suis ingénieure de recherche au CNRS depuis très longtemps et j'ai fait l'essentiel de mon parcours sur la modélisation du climat. Donc, la modélisation du climat, c'est des gros modèles informatiques et on a bénéficié des progrès des calculateurs et on peut faire à peu près 1 million de fois plus de calculs maintenant que dans les années 90. Donc, c'est une longue histoire et c'est un programme informatique assez compliqué. Et donc, régulièrement, quand on est amené à présenter ce que c'est qu'un modèle de climat, ce que c'est qu'un simulateur de climat, c'est un petit peu difficile de le résumer en une phrase ou deux. Donc, je m'étais entraînée et j'ai eu plus ou moins de succès dans la façon dont je racontais ce que c'était qu'un modèle de climat. Mais j'avais toujours ça, comment j'explique ça à des élèves, quand j'ai des étudiants devant moi, comment je leur explique. J'ai fait des vidéos, j'ai trouvé ça catastrophique. Enfin bon, j'ai pas mal une volonté de transmettre ce que c'est, quel était ce travail, pourquoi c'est important, comment ça évolue, et une difficulté à faire ça. Et donc, j'ai vu passer toutes ces questions. Je suivais Bon Pote depuis un moment parce que je trouvais qu'il a une façon, une intelligence où il arrive à synthétiser un certain nombre de choses assez remarquables. Et voilà. Et donc, un jour, Anne, bingo, le message, Anne me dit, est-ce que tu veux bien rencontrer Bon Pote pour faire la question 15, qu'est-ce qu'un modèle climatique? C'était exactement il y a un an. En juin 2021, j'ai retrouvé les mails. Et donc, ça s'est passé que de loin. Et un rendez-vous, une première discussion qui a dû durer 1 heure. On a vraiment parlé d'énormément de choses. Je lui ai bien sûr parlé de ce qui m'importait à ce moment-là, qui était la mise en place de Labo 1.5, donc de la réflexion sur nos activités de recherche et leur impact sur l'environnement. Donc, on a aussi parlé de ça. Et donc, voilà, je lui ai raconté. Et voilà. Et donc, il me dit, bon, j'envoie un texte demain avec tout ce qu'on a dit. En fait, il avait déjà beaucoup travaillé, il avait déjà préparé un texte. Et je n'ai eu des réponses. Il m'avait dit, c'est très urgent, il faut qu'on fasse ça d'ici la fin de la semaine. Je n'ai eu un message ensuite que 11 jours après. Et on me dit, oh, bon, on est mardi, c'est pour mercredi, mais bon, tu peux peut-être le faire pour jeudi. Bref, voilà, donc là il faut répondre très vite et je me suis dit qu'il avait pris en compte notre discussion, mais il avait aussi tenu compte de tout son travail préliminaire sur tout ce qu'il avait lu sur les précédents rapports du GIEC, sur nos articles, et donc il avait fait un travail assez remarquable. Et donc il a présenté en 2 pages ce qui est un modèle de climat, et il a fait attention à répondre à 2 questions des climato-sceptiques. Donc, une première question. Vous savez, ce qui est très désagréable quand on travaille sur ces modèles de climat, c'est « Ah, 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 la météo, il se plante à 10 jours, alors vous, avec 50 ans, ah, ah, ah ». Enfin, vraiment, ça, je l'ai eu 1000 fois. Donc, ça m'a fait très plaisir qu'ils prennent le temps de répondre à 2, il a appelé ça « alerte fake news ». Les modèles climatiques ne sont pas testés. Donc ça, il a pris le temps de répondre et avec ces mots, de façon très simple, comment on teste ces modèles. Et il a pris aussi la phrase, enfin le cliché, ils se sont toujours trompés. Et là, on a pu mettre, il a mis en avant le fait que les premiers modèles climat, même quand on avait peu de puissance de calcul, avaient déjà fait des projections. Donc dès les premiers rapports du GIEC dans les années 80, et qu'on peut suivre année après année ce que ces projections disaient et la réalité. Et donc, il a fait en un schéma, ce que je vous dis là avec une phrase très très longue, c'est non, ils ne se sont pas toujours trompés. Et ce qu'on commençait à dire avec
des outils informatiques simples, mais avec une théorie très solide derrière, dans les années 80, et ben, là où on disait ça va arriver, et ben, on le voit. Voilà. Et donc, c'est assez remarquable. Et donc, moi, je suis vraiment très, très reconnaissante de tout ce travail. Alors oui, alors ça, c'était l'article. Et ensuite, pareil, 24 heures, on a fait une planche, il faudrait la regarder, la valider d'ici demain. Et voilà. Donc, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est très, très important d'être capable de diffuser son travail de façon simple, que des gens qui ont une expérience de ça peuvent nous aider, que si vous êtes sollicité, même si vous êtes ingénieur au CNRS, vous pouvez répondre et le faire, et que ça vous apprendra à prendre du recul par rapport à votre métier, ça vous apprendra à mieux communiquer, et ça participera à un succès là, qui est vraiment remarquable. Voilà, donc c'était une autre façon de témoigner d'une autre question. Voilà. Donc peut-être vous pouvez revenir sur scène. On devait être 4 à intervenir, donc il y en a un qui a le Covid, l'autre qui a 38 de fièvre ce matin, mais on ne sait pas si c'est le Covid, et du coup on n'est que 3. Oui, c'est ça, on devait être 5. Voilà, donc... Si vous avez quelques questions, on peut répondre. On répète, il faut répéter les questions. Oui. Oui, je voulais préciser pour les modèles climatiques qu'il y en a à peu près une cinquantaine dans le monde. Et vous avez mentionné que quand il y en avait un qui était en 1980, par exemple, on a pu vérifier. Mais on a pu vérifier aussi à l'envers. L'intérêt, quand vous avez votre premier modèle, vous pouvez le faire tourner à l'envers avec des taux de COD inférieurs, avec les 4 paramètres. Et comme on connaît bien la dernière centaine d'années au point de vue météo, vous êtes capable de vérifier si votre modèle, il aurait trouvé qu'en 1900, il faisait tel et tel climat. C'est la première vérification, c'est d'aller en arrière. C'est pas d'aller en avant. Parce que on est d'accord, c'était la première question. La première question, c'est comment on valide les modèles, et c'est exactement ce que vous venez de dire. On valide, on a plusieurs terrains de jeu. Il y a tous les climats du passé, et Pascal pourrait vous en parler des heures, et on a les climats sur les autres planètes, qui prouvent à quel point on a confiance dans ce qui est dedans. Ça marche. Tu veux dire un mot ? Non, c'est vrai, effectivement, donc ces modèles du climat sont validés tout le temps, et il n'y a pas que les 100 dernières années, effectivement, c'est un terrain de jeu énorme d'aller regarder ce qui s'est passé, ce qu'on appelle la période historique, pour les 100 dernières années, mais on utilise aussi le changement climatique, vous l'avez vu, c'est quelque chose qui n'est pas vu depuis des millénaires. La vitesse et la rapidité, le monde dans lequel on va, donc, ce qui veut dire aussi que ça affecte la façon dont ça fonctionne. Donc, le climat fonctionne. Et pour ça, on teste un petit peu la validité du modèle sur des cas, vraiment des cas des climats placés il y a quelques milliers d'années, 6 000 ans, 21 000 ans, quand dans les périodes froides et chaudes dont je vous ai montré, pour avoir, ou même des climats très très anciens, où le continent n'était pas aux mêmes positions qu'aujourd'hui, mais pour vérifier toute la validité de cette physique et la compréhension des mécanismes qui sont bien représentés. Moi, j'ai une question, mais vous avez publié ça aux éditions CNRS. C'était une évidence pour vous? Est-ce que vous avez envisagé d'autres éditeurs, peut-être plus ouverts à un public plus large? Oui, je ne sais pas, ils sont arrivés. C'était une évidence pour moi parce que voilà, je fais partie du CNRS et qu'en plus, on avait déjà été contacté par CNRS Éditions qui avait envie de faire des choses, qui cherchaient des projets. Et d'ailleurs, ils avaient parlé de BD à un moment et du coup, voilà, ça a fait tilt. Je ne pensais pas, honnêtement, je n'ai jamais imaginé que ça aurait ce succès-là, donc je n'ai pas cherché spécifiquement quelqu'un capable de diffuser beaucoup mieux, et puis il s'avère que ça marche très bien avec CNRS Éditions, donc je suis contente de les avoir choisis, ça a du sens aussi. Et aussi parce que ça donne aussi un peu une légitimité à l'ouvrage, ce label CNRS Éditions, je pense. Parce que sinon, on voit Bon Pote, on voit des gens comme moi qui ne sont pas très connus, pas du tout. Du coup, ça ne fait pas sérieux. Donc, je pense que c'est important. Enfin, il manque d'ailleurs, je trouve que ça manque le mot CNRS dans le livre. À part sur la 4e de couverture, ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, au moins, il y a ces CNRS éditions, ça fait un peu de lien, un peu de sens. J'ai une question pour quelqu'un qui est en visio et qui demande si vous avez prévu un tome 2.
Et un taux d'approfondissement? Malheureusement, non. Après, moi, je suis responsable donc, de l'Institut, enfin, de la communication de l'Institut des sciences de l'univers. Donc, c'est vraiment les fondements physiques de toute la dynamique du changement climatique. Et s'il y avait tome 2, ce que nous demandent les gens, c'est ce que vous allez faire par rapport au tome 2 du GIEC, etc. Donc là, ça serait pas à moi de le gérer. Même s'il y a aussi des sujets comme les ours polaires qui ne sont pas spécifiquement des sciences de l'univers, mais bon, on pouvait faire quelques petites entorses. Le tome 2, ça me semble plus compliqué. Puis, on a aussi envie de faire autre chose. Ça prend beaucoup de temps à tout le monde. Hein. Voilà, on a tous bossé le week-end, le soir pour ça. On est un peu fatigués. Et voilà, non, mais je pense qu'il faut aussi changer de sujet. Je trouve que c'était bien pour expliquer vraiment les fondamentaux au grand public. Après, on va peut-être avoir envie de partir sur les solutions. Donc, je pense que c'est des sujets un peu plus complexes pour un tome 2. Bonjour, Marc-Delmat du LSE. Justement, par rapport à ça, pour faire beaucoup de médiation ici au sein du labo, ça, c'est hyper important pour poser les bases. Mais les premières questions qu'on a, nous, quand on va dans les classes, quand on va dans le grand public, etc., c'est OK, maintenant qu'on a expliqué ça, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je pense que justement, ces aspects-là qui sont notamment traités dans le tome 3 du rapport du GIEC, mais aussi dans le tome 2 qui lui, évalue un peu les impacts, et c'est important, parce qu'il est important que les gens sachent comment ça fonctionne, mais aussi ce que ça va donner et qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, je pense que c'est peut-être pas le rôle de l'INSU, mais le rôle des SHS ou le rôle de ces gens-là au CNRS, pour moi, c'est aussi fondamental que ce qu'on a fait là, et c'est vraiment, voilà, enfin, Pascal peut en témoigner, on est nombreux ici à avoir fait ce genre de choses. Les questions qu'on a, une fois qu'on a exposé les éléments de la physique, elles viennent là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça va donner. Et ça, c'est sous une forme comme ça, je pense que ça pourrait avoir un impact très important et avoir un lien avec aussi, c'est appréhendable par tout le monde, là, du coup, sous cette forme-là. Et je pense que c'est vraiment fondamental. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est conscient que ce n'est pas forcément à l'INSU de le faire, mais je pense que le CNRS, il a tous les moyens de le faire, avec l'apport et le support de tous les labos derrière. Et ça serait vraiment important, je pense. D'autres organismes, oui, portés par d'autres organismes. D'autres organismes, d'autres fédérateurs. Je vois ce que tu as dit. J'ai une petite question sur le titre. Pourquoi vous avez mis ou presque? C'est de l'humour ou est-ce qu'il y a des nuances? Je pense que ça serait un peu présomptueux de dire que vous allez tout comprendre pour le climat. On ne peut pas, en 140 pages, tout dire. Voilà. Je voulais préciser aussi, comme vous avez remarqué, Marie-Alice, en fait, aussi, il y a des tas d'autres sujets et c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément tome 2 en préparation. En ce moment, on est plus sur quelque chose autour de la démarche scientifique. Donc, en fait, on utilise le même système de sketch note et on a commencé avec des thèmes astro. Et en fait, notre point, c'est de dire comment les scientifiques savent que les trous noirs existent, que la matière est en expansion, etc. Parce que justement, en faisant ce livre, déjà, je me suis rendu compte de tout ce que les scientifiques regardaient pour arriver à se forger des connaissances et que ce n'était vraiment pas évident pour le grand public. Moi, je ne suis pas du tout scientifique de formation, je suis historienne, donc tout ça, c'était très, très nouveau pour moi. Et je trouve qu'on n'explique pas assez aux gens que quand il y a une théorie scientifique, ce n'est pas juste comme ça. Ça nous est arrivé le matin en se rasant, on s'est dit tiens, ça doit être ça. Non, non, c'est que vraiment, il y a eu des théories, des observations, des théories, etc. Et je me suis rendu compte sur Twitter une fois, quelqu'un disait oui, alors c'est l'année la plus chaude depuis X temps et tout. Ouais, genre, et comment ils le savent? Ils ont des capteurs partout. Bah oui, mais c'est pas une évidence pour tout le monde et je pense qu'il faut le dire. Donc voilà, j'ai décidé de changer un peu de sujet, ce qui me permet de servir un peu toutes les sciences de l'univers. Donc on a commencé avec l'astro, on va continuer, il y aura forcément à nouveau du climat dedans, mais du coup j'essaie de faire la place aussi aux collègues. Voilà. Mais je pense que si la CNRS édition commence à me faire de l'œil, donc il y aura peut-être un livre aussi, mais en tout cas, allez consulter les planches en ligne, ça vous apprendra plein de choses aussi. Bonjour, merci beaucoup pour ce livre, c'est vraiment très intéressant et aussi pour la conférence, c'est très intéressant de voir le retour et de voir ce travail méta. Et je voulais vous demander, parce que j'ai compris qu'il était en rupture de stock, moi je suis venue avec mes sous, je me suis dit, bon, si ça en prend, je vais en acheter plusieurs. Du coup, quand est-ce qu'il va ressortir, quand est-ce qu'il est réédité? Alors non, il a été en rupture de stock
je sais pas, 3 semaines, un mois, mais là, normalement, il y a des stocks. Hein. C'est juste que quand je me suis réveillée en me disant qu'on pourrait venir avec quelques exemplaires pour les dédicacer ou les vendre, c'était un petit peu tard et il n'y en avait pas assez en stock chez CNRS Éditions, mais je pense qu'il y en a. On m'a dit qu'ils étaient en tête de gondole à la FNAC. Il y a pas mal de libraires aussi qui les ont en stock et sinon, commandez-les. N'allez pas sur Amazon, mais commandez-les par votre petit libraire. Ah, ça retransmet ça, je ne vois pas dire ça. Donc, il est en librairie. Il est en librairie, voilà. Oui, moi j'ai acheté 3 à la FNAC la semaine dernière. Je voudrais savoir qui est derrière vos potes. Ah, alors donc c'est un jeune homme qui s'appelle Thomas Wagner, qui est un ancien banquier, enfin, qui a fait une école de commerce, qui a travaillé dans la finance et donc qui n'a absolument pas un profil scientifique, mais qui connaît les rapports du GIEC d'une manière que je ne m'explique pas. il connaît énormément ses sources et oui, je pense que sa manière aussi de synthétiser est importante. Et donc, en fait, il y a 2 ans à peu près, il a arrêté de travailler à la banque et il a décidé que c'était en conflit avec ses valeurs personnelles et qu'il préférait essayer de lancer son média. Donc, je pense qu'au début, tout le monde l'a regardé avec des gros yeux, mais maintenant, on se rend compte que ça marche. Mais il a dévoilé son nom. Il a dévoilé son nom quand il a démissionné de sa boîte. Il a fait ça pendant sans doute 2 ans, que les nuits et tout ça. Mais il a... Enfin, c'est toujours impressionnant de voir les gens, comment ils travaillent, mais dès qu'on lui envoie un lien et tout, il l'ouvre et il dit « mais je lis toutes les pages web que vous m'avez envoyées. » Et je confirme. Il a lu tout ce qu'on lui avait dit. « Ah, mais ça fait penser à ça. » Et il le lit, il le comprend, il le résume et il fait des ponts entre les choses. Et donc, il est très impressionnant. Voilà. Et il est sur tous les réseaux. Moi, je suis que sur Twitter et de temps en temps sur LinkedIn, mais lui, il est sur Twitter, LinkedIn, Instagram et sûrement d'autres. Et il a une façon maintenant d'analyser les retours sur les réseaux qui est très intéressante. Sur Twitter, on se parle, on reste poli entre eux. De temps en temps, il y a une espèce de tempête, d'engueulade. En général, il y a plus d'hommes que de femmes dans ces tempêtes. Sur LinkedIn, la tempête est immédiate. C'est-à-dire que comme c'est un réseau professionnel, les gens se montrent avec leur CV et il y a des enjeux derrière. Et il se prend les lobbies en direct. Voilà. Sur Instagram, je ne sais pas, je n'y vais jamais. Alors, en fait, en France, il n'y a quand même pas tant de climato-sceptiques que ça. Ils sont plutôt aux États-Unis et en Australie notamment. Bon, là, c'est plutôt ce que Thomas appelle les climato-rassuristes, les solutionnistes, quoi, qui pensent que on va aller balancer du fer dans les océans. Enfin, bon, c'est pas... En fait, ceux qu'on a voulu convaincre, même si on voulait gagner des points, mais c'était aussi un peu le ventre mou, c'était tous les gens qui ne savent pas. Et en fait, visiblement, c'est eux qui sont en train de se réveiller en ce moment. Ça n'est pas que à cause de notre livre, je n'irai pas jusqu'à là, mais il y a un grand mouvement ces derniers temps. Et c'est ces gens-là qui se disent soudain, mais qui commencent à réaliser et qui sont contents effectivement d'avoir des bases solides pour essayer de comprendre exactement ce qu'on est en train de leur raconter. Donc, on est parti vent debout contre les climato-sceptiques, mais ouais, je ne sais pas s'ils sont si actifs que ça en France. Il y en a, hein, mais là, récemment, c'était un président de la chasse, je ne sais pas, enfin, de l'association pour la chasse qui a dit que ça n'existait pas. Il y a 15 jours, je crois que c'était chez HSBC aussi, mais il s'est fait licencier depuis. Enfin, il y en a, mais ce n'est pas chez nous qu'il y en a beaucoup. Ouais. Oui, il marche aussi. Je pense que ce qu'on voit actuellement aussi, sur lequel on essaie d'être vigilant, c'est beaucoup de discours de l'inaction, en fait. Donc les gens, oui, vont vous dire oui, ils comprennent, ils sont inquiets, etc. Mais le discours qu'il y a derrière, au bout du compte, c'est un discours de l'inaction. Et c'est vrai qu'aussi un de nos rôles en ce moment, je pense en tant que scientifique, un petit peu, même pour la solution, un petit peu au vent de ce qui se fait en ayant travaillé, c'est d'arriver à expliquer que chacun ne fera pas le grand tout du jour au lendemain, mais comment ça va se déployer. Donc c'est aussi toute cette réflexion-là, de faire sortir de « oh oui, mais c'est les autres qui font » ou autre, ou la solution machin, elle va arriver. Enfin, tout ce qui fait que finalement on ne fait rien ou qu'on ne fait pas assez, alors que le jour où on a vraiment compris, et ça on le voit parfois en interaction avec certains même industriels ou autres,
le jour où ils ont compris que ah, mais à ces niveaux-là, je peux agir, enfin, je peux faire quelque chose où mon activité va être bonne, et puis tout d'un coup, ah, mais là, mais ça ne fonctionne plus. Comprendre cette gradation-là, l'air de rien, ça permet aussi tout d'un coup des mises en mouvement éventuellement rapides. Donc, c'est. Enfin, effectivement, le discours pour l'inaction, il traîne partout. Et ne rien faire, c'est agir dans la mauvaise direction. Donc, ouais. Après, il y a quand même un risque sur cette notion de dire qu'il reste 3 ans pour agir. Non. Oui, mais ce message-là, il est quand même pris par beaucoup de jeunes en particulier. Et qui génère un état de inquiétant. La communication n'échappe pas plus. La communication nous échappe complètement. Oui. C'est sûr. On a déjà eu des surprises. On croyait avoir un discours à peu près à bon escient et puis ça part en vrille. Partager sur cette de pousser, effectivement, il faut agir. Et quand je vois ça, des fois, je suis. Non, mais développe, s'il te plaît. Non, mais en voyant des jeunes faire la grève de la faim, des trucs comme ça, au moment de la COP et autres, enfin, je dis, ça va trop loin pour ces gamins-là. Et dans 3 ans, qu'est-ce qu'on va faire? On verra que c'est pas la fin du monde, finalement. Qu'est-ce qu'on va devenir? La recherche, on nous reprocher quelque part ce message, soi-disant. Non, mais depuis, il y a eu des articles qui ont expliqué que ce n'était pas vraiment ça. J'espère que tu continues à l'entendre. Il manque d'exposition. Ouais. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a un autre message qu'on a du mal à faire passer. C'est qu'être autour de 2 degrés, voire 6, je sais pas, bon voilà, ou être dans nos scénarios hauts, là, cette gradation-là, on a vraiment du mal à la faire passer. Et même nous, je vais le dire comme ça, des fois on ne réalise pas exactement et on ne réalise même pas qu'on est à la limite de la connaissance de ce qu'on veut faire ou savoir et que ce qu'on disait tout à l'heure, la sécheresse, elle est là tous les ans, une fois, elle devient 2 fois par an, 3 fois par an, et puis finalement, c'est des mois entiers. Il y a un moment, ça ne marche plus. On ne sait pas complètement le retraduire. Et ça, c'est quand même anxiogène pour nous aussi, hein, d'ailleurs, pour se dire, faites quelque chose pour changer la trajectoire. Et l'autre difficulté qu'on a, c'était un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, quand on intervient, il y a énormément de mouvements, au contraire, des gens qui veulent faire des choses, mais qui sont très vite extrêmes. Et donc, ce qui fait que dans le discours, on ne peut pas discuter, puisqu'on va se retrouver devant une assemblée qui chacune va vous asséner sa vérité, puis vous arrivez avec votre discours de scientifique qui va essayer de temporiser et de faire. Et je sais que récemment, enfin, c'était sorti d'un des rapports du GIEC, je me suis fait dans une assemblée de gens que je connaissais, et tout d'un coup, je me suis rendu compte de ça. Et finalement, je me suis dit, on ne va jamais réussir à discuter, ça ne va pas le faire. Et finalement, je leur ai dit, je suis un peu embêtée parce que je vois bien que j'ai des extrémistes, enfin des extrêmes de différents mouvements. Je ne sais pas discuter parce que la solution, elle est au milieu de vous. Et ça, c'est vraiment le travail qu'on va faire maintenant, enfin, en tant que lien avec la société, hein, bien sûr, pas dans nos recherches, pour arriver à expliquer ça. C'est que il y a plein de choses, c'est très bien, on est très content que tous ces mouvements existent parce que ça pousse les choses, mais ce sera bien le compromis pour être sûr qu'on fait des actions, qu'on avance et qu'on est capable de juger a posteriori, par petits pas, que ça marche, que ça répond bien aux objectifs. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, je ne veux même pas répéter ta phrase parce qu'elle est trop fausse. On n'a pas. C'est la meilleure période, c'était il y a 20 ans, et maintenant, c'est aujourd'hui, le meilleur moment pour agir. Et il n'est absolument pas question d'attendre. Et que si on rate la cible 1,5 degré, la cible suivante, c'est 1,51 degré. Enfin, c'est marche arrière toute. En gros, moi, je me demande, ce qui est très intéressant parce qu'il explique sur ça, au niveau de la barrière entre. Ah, pardon. Du coup, je disais, c'est très intéressant, je pense, le parallèle qui est fait donc, avec ce qui est dit au niveau scientifique et la communication qui est faite sur les réseaux, etc. Donc, ce que vous avez détaillé tout à l'heure. Du coup, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, au CNRS ou dans les autres instituts de recherche qui sont payés et qui sont sur ce volet communication
Est-ce qu'il y a vraiment un département qui se dit je vais faire toute la revue des réseaux sociaux, tout ça, un peu la bataille que vous avez faite au début, vous avez dit ça. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Parce qu'en fait, c'est bien qu'il y ait des scientifiques partout, qu'il y ait les rapports du GIEC, qu'il y ait des gens qui les analysent, mais on voit à quel point ça nous échappe. Et des phrases, comme il a dit il y a quelques instants, elles ne viennent pas directement des scientifiques, elles sont issues des travaux de ceux-ci, mais ça leur échappe après. Et du coup, il faudrait des gens pour contrôler ça, quoi. Parce qu'après, ça fait du stress, comme vous avez dit, ça fait des gens qui s'immolent par le feu devant les parlements, etc. Donc, c'est grave. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est compliqué parce que c'est pas le CNRS, déjà, il n'est pas dépositaire de la science et il n'est pas dépositaire, il n'est pas en charge de lutter contre toutes les bêtises, parce qu'il n'y a pas que le climat non plus. On l'a bien vu, par exemple, pour le Covid. Donc, bon, c'est compliqué et c'est vrai que à mon avis, c'est un énorme travail. Là, je pense que c'était relativement facile parce que limité sur les thèmes. Parce que j'ai su bien m'entourer et je ne peux pas trouver un bon pote pour tous les sujets. Et puis, il n'aura peut-être pas non plus envie. Voilà. C'est intéressant, mais il faudrait, pour moi, c'est peut-être une petite cellule de crise qui serait tout organisme de recherche. Et là, en l'occurrence, ça travaillait avec le GIEC pour essayer justement de faire ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font, mais peut-être pas coordonnés. Moi, je crois qu'il y a tout un chapitre. Alors, il faut écouter les exposés de Valérie Masson-Delmotte. Il y a tout un chapitre dans le 3e rapport du GIEC, je crois que c'est le 5, sur tous les freins à l'action. Et il y a exactement ça. Et l'importance de travailler avec des SHS, avec des sociologues, avec des philosophes. Et tout est dit dedans. Tout ce qui est frein à l'action, que ce soit individuel au niveau des collectivités, au niveau des pays, ils ont travaillé là-dessus, il y a des études là-dessus et le GIEC ne fait que retransmettre l'état des connaissances et je crois qu'il y a au moins ce chapitre-là où on en parle et il y a un autre chapitre. Voilà, mais c'est combien de pages les 3 rapports du GIEC? Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Non, mais je guette les prochaines interventions de Valérie Masson-Delmotte quand elle parlera de ça. Voilà. En tout cas, le premier rapport sur les bases physiques, le dernier faisait 3000 pages, celui-là, il en fait 4500. Mais je partage votre analyse. Il faut se pencher là-dessus. Comment on le fait? Sûrement pas que. C'est vraiment là où on a besoin de multidisciplinarité. Non, mais oui, mais bon, c'est ça qu'il y a. Pas d'une manière générale, non. Alors, il y a aussi des choses qui sont sorties autour du GIEC. Donc, c'est vrai que des gens comme Anne ne peuvent pas faire tout ça et la chasse tous les jours à ce qui se passe sur les réseaux parce qu'il y a plus de monde qui raconte des choses que de monde qui peut les suivre. Donc, il faut cibler les choses. C'est vrai aussi que la science, pour un moment, n'a pas asséné ses vérités non plus. Donc, c'est compliqué comme positionnement. Hein, parce que garder son ouverture aussi. Donc, c'est compliqué. Mais ce qu'avait fait pas mal remarquer Valérie Masson-Delmotte aussi autour des rapports du GIEC, ce qui est important aussi, c'est que des communautés autour suffisamment averties s'en emparent et puis arrivent à s'en refaire des documents simplifiés pour un certain type de public, mais ciblés à chaque fois sur des types de publics par rapport aux résultats principaux qui les travaillent. Donc, effectivement, il y a autour de ça tout un environnement de médiation, de transmission qui doit se mettre en place, beaucoup plus que ce qui est maintenant, mais il y a des initiatives un peu partout, justement pour arriver à ce que chaque part de la population, soit des secteurs d'activité, soit différents types d'activités, des régions, enfin tout ce qu'on veut, puisse s'emparer vraiment de la question à bon escient en ayant un message qui les concerne. Oui, je suis tout à fait désolé d'entendre quand des jeunes sont catastrophés par ce qui arrive. C'est tout à fait dommage. Il faut replacer peut-être le problème de manière historique. Je travaillais, moi, il y a une vingtaine d'années dans un secteur de recherche dans l'automobile. Est-ce qu'on parlait, il y a une vingtaine d'années, de réchauffement climatique? Non. On travaillait à l'époque, et c'était mondial, on travaillait sur la pollution. C'est-à-dire que notre obsession, c'était de diminuer la pollution des automobiles. Et vous pouvez, les chiffres sont là pour montrer que 40 ans ou 50 ans de travail sur ce sujet ont réduit beaucoup les pollutions automobiles. Aujourd'hui, une voiture
moderne, pollue 100 fois moins qu'il y a quelques années. Pardon? Pas en termes de CO2 pour une voiture. Mais non, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer, que ce sujet ne faisait pas partie de nos travaux. On travaillait quand on travaille sur la pollution, on travaille sur la consommation, et si on réduit la consommation, on réduit le CO2. Mais le CO2 n'était pas considéré comme étant un problème. À l'époque, pour 100 scientifiques, il y en avait un qui disait attention, ça se réchauffe, et les 99 autres qui disaient il faut peut-être revoir vos courbes. Donc, le premier rapport alarmant, c'est un rapport de Charney aux États-Unis en 1979. Donc, ce que je cherche à dire, c'est que depuis 20 ans, donc à peu près, on a pris de la conscience. C'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que vos travaux et bien d'autres avant vous ont montré qu'il y avait un véritable problème. Et qu'aujourd'hui, moi je maintiens, la proportion n'était pas bonne, mais 1 sur 100 disait ça se réchauffe. Aujourd'hui, 99 sur 100 disent ça se réchauffe, et quelques climato-sceptiques viennent nous expliquer. Il y en avait encore un dans le Figaro de samedi. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a le développement. Regardez les courbes de développement. Bon, mais c'est un peu tard quand même pour. C'est un peu tard pour agir. Non. J'ai pas dit que c'était trop tard. J'ai dit que c'était un peu tard. Donc moi, je dis que depuis 20 ans, donc, la prise de conscience est arrivée et que regardez les courbes de progression du photovoltaïque, de l'éolien et du nucléaire, par exemple, pour ne parler que des grosses sources d'énergie qui sont, disons, faiblement en CO2. Et je rappelle aussi que le GIEC a fourni comme objectif 2050. Je peux répondre? D'accord? Oui. Le message essentiel du GIEC aujourd'hui, c'est les solutions existent, déployez-les, et ce que vous dites est inclus dedans. C'est vraiment le 3e volet qui est sorti début avril, où secteur par secteur, on fait l'état de l'art sur les activités. Et donc, il y a les transports, il y a la production d'énergie, il y a les bâtiments, il y a l'alimentation, il y a aussi des choses transversales pour les zones de montagne. Et il faut vraiment, tout est là. Et ce que tu as dit, c'est-à-dire un appel à appropriation par un secteur d'activité et le transmettre, c'est extrêmement important. Et je suis sûre que dans l'automobile, ils sont en train de le faire. Et justement, je voudrais nuancer la première partie de l'intervention sur les 100 et les 9900. Ça, c'est certainement vrai si on prend toute la population scientifique, mais certainement pas la population scientifique qui travaille sur le sujet, qui depuis très longtemps est donneur d'alerte. Et ce que j'ai dit, c'est que les premiers rapports alertants, c'était 79 par rapport de Charney. Et puis depuis, il y a tous les rapports du GIEC, rapport après rapport, et qui chaque fois montrent que le rapport d'après, on est bien sur la courbe qu'on avait annoncé le rapport d'avant. Et donc, c'est plutôt une appropriation globale par la communauté scientifique. Donc, vous parlez non pas par ces spécialistes-là qui sont depuis très très longtemps sur le pont et qui sont même très fatigués d'être sur le pont. Et puis, ce qui est aussi qui a changé et qui est bien, et moi, c'est pour ça que j'étais très contente d'avoir la COP21. Pour ça, c'est autre chose. C'est l'appropriation concrète par le politique et la société. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, nous, on a fait notre boulot, on peut penser à la question comment on va, où est-ce qu'on va, quelle est la question scientifique, etc. Mais la société, ça, on ne peut pas le faire à la place de la société, on n'a pas non plus les connaissances. Comment elle s'approprie et qu'est-ce qu'elle met en place pour faire face et arrêter cet emballement qui a des solutions. On peut tout à fait agir, et ce, depuis très longtemps, et on connaît la réponse, il faut émettre moins. À partir de là, comment on fait? On émet moins. Moi, c'est pour rebondir sur la remarque qui est faite aussi. Pour moi, le problème, il est connu déjà depuis la fin des années 1970. Les compagnies pétrolières étaient déjà au courant. Elles ont payé des personnes pour désinformer la population mondiale. Elles ont aussi investi dans les écoles, Stanford ou d'autres, pour désinformer. Alors, il y a quand même un scientifique qui a alerté la population aussi, c'est Hansen. Il a été convoqué en 1988 devant le Sénat américain. Il a soulevé le problème. Voilà. Donc, c'est juste pour rebondir. C'est un problème connu depuis longtemps.
Et donc, à ce propos, je vous recommande le documentaire sur l'histoire de Jean Jouzel dans la bataille du siècle, où, comme ils ont fait ça pendant le Covid, il y a peu d'images de l'année 2020, mais il y a beaucoup d'images d'archives, et il y a les 3 minutes de l'intervention de James Hansen qui prend les 3 points, et c'est limpide. J'ai bien aimé le commentaire fait pour faire plaisir. On va essayer de droite, que les sciences humaines, maintenant, ont un rôle vraiment clé pour travailler sur l'acceptabilité des mesures qui vont être dures. Oui, mais comment tu peux développer si tu veux? Ta voisine peut peut-être développer. Oui, non, c'est vrai que sur les actions, nous, toutes elles sont en place. Alors, on met pas mal d'actions en place d'adaptation au changement climatique, qui parfois sont considérées comme une espèce de pédaler, ou en tout cas de façon de se voiler, de refuser l'action de mitigation. Mais c'est vrai qu'on il y a depuis maintenant une trentaine d'années des actions de mitigation, de réduire. Et de plus en plus, on travaille sur des questions d'adaptation, voire des questions de comment des populations qui vont faire face à des risques extrêmes et définitifs, des risques existentiels, vont pouvoir faire face à ces risques et s'adapter et continuer à vivre. Alors ici ou ailleurs. Vous pouvez donner un exemple de solution d'adaptation sur laquelle vous travaillez? Alors, actuellement, là, on travaille beaucoup sur la grande mode, qui est aussi la mode de la stratégie nationale d'adaptation française et puis dans d'autres pays. C'est beaucoup de choses liées autour aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Beaucoup de choses autour de la végétalisation, des villes notamment. Et donc là, un des aléas auxquels ça répond, c'est les lacs de chaleur et les canicules. Donc ça, c'est plein de petites actions. Et puis pour les plus grosses actions, on a par exemple en zone côtière, on a toute une réflexion autour de comment protéger ces zones côtières qui sont soumises à des risques d'inondation, des risques d'érosion côtière. Et là, c'est plus compliqué parce qu'une partie des solutions, c'est la relocalisation. Et ça, c'est pas du tout facilement acceptable actuellement. Ouais, donc on travaille aussi sur l'acceptabilité des populations. L'acceptabilité et puis le risque, et puis la prise, la question de la prise de conscience de tout ce qui est lié au risque assurantiel. Est-ce qu'on continue à assurer les gens ou pas? Est-ce que les gens continuent à habiter ici alors que c'est pénible? Est-ce qu'on continue à les sauver? Oui, mais ou les rembourser quand il y a un aléa? Est-ce qu'on les force à se dépasser? Ce qu'on a vu parfois, voilà, cette zone-là, cette zone-là, elle est noire, il y a plus de maisons, on rase tout. Ou parfois, on fait des petits bouts, on déplace petit à petit les gens en fonction de comment ça se passe, et puis pour d'autres, on surélève les habitations. En fait, les solutions sont très mixtes. Il n'y a pas de solution totale, il n'y a pas de définitive. Des solutions bonnes, en tout cas, ça, c'est une stratégie d'adaptation. Moi, j'avais une question plus pratique. Les kakémonos qui sont là, est-ce que toutes ces choses-là sont disponibles pour les laboratoires quand on a des actions de communication? Il y a la fête de la science là, où le climat est en tête de gondole. Donc, est-ce que ça, c'est accessible? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'il y a des droits particuliers? Est-ce qu'il y a des règles particulières? Ils sont sur le site de l'INSU, il y a les trois kakémonos qui correspondent aux 3 premiers chapitres qui sont accessibles librement. Tout le monde peut les imprimer. Par contre, voilà, on ne peut pas fournir les formats tout imprimés, mais c'est fait vraiment pour une appropriation la plus large possible, et notamment pour les scolaires, et les fêtes de la science, les associations. Allez-y, voilà. Il faudrait que toutes les bibliothèques en aient quelques-uns, et tous les observatoires. Je suis d'accord. Moi, je me demandais s'il y avait des projets plus internationaux ou si vous étiez en relation avec d'autres pays. Parce que là, j'imagine que le projet, il ne va pas dépasser les frontières de la France, en soi. Et ouais, ça représente. Si, alors, en fait, on vient de décider de le faire traduire, en fait, parce que pareil, on a eu des demandes. Donc, bon, là, on ne sait pas trop où on va parce que CNRS Édition ne fait pas avec l'étranger. Donc, a priori, il y avait des éditeurs de presse universitaire américaine qui étaient intéressés. Donc, si, on va essayer de faire dépasser les frontières.
va falloir retravailler certaines planches qui sont un peu franco-françaises, mais Mais cela dit, il existe, il y a un site en Australie qui s'appelle Skeptical Science, qui est sur le créneau depuis 20 ans. Donc, il y avait des ressources en anglais et ça manquait vraiment en français. Ça manquait vraiment. Et ça nous a beaucoup inspiré aussi. Hein. Enfin, je veux dire, quand Marie-Alice, tu dis que Bon Pote répondait bien justement aux arguments des climato-sceptiques. C'est vrai qu'ils regardaient avant, effectivement, là, quelles sont les questions. Ce n'est pas tant les réponses, mais quelles sont les questions qui reviennent tout le temps. Ouais. Bonjour. Moi, je reviens des États-Unis et là-bas, ils sont complètement hors de propos. Enfin, pour eux, il n'y a pas de problème. Ou alors, chacun pense individuellement que si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est les pouvoirs publics, mais eux, s'ils souffrent, s'il fait au-delà de 25 degrés, ils vont mettre la clim. Il faut qu'il fasse 18 et s'il fait trop froid, et ben après, ils vont mettre la clim. Il y en a même qui ont des chauffages pour contrecarrer la clim dans leur bureau. Enfin, c'est n'importe quoi. Et après, le concept aussi, dans certains endroits, surtout dans le sud, c'est faire tellement froid les boutiques, comme ça attire le chaland qui a trop chaud. Bon, bref. Comment ça se fait? Ça a été l'un des pays, des premiers de ce que vous avez dit, hein, qui a mandaté justement pour avoir un rapport. Et comment ça se fait? C'est peut-être les derniers à être fait complètement à la ramasse. C'est les lobbies, hein. Ça se justifie juste pour ça? Bah ouais, ils ont été très forts. Ils sont intervenus dans les écoles, ils ont payé des gens pour dire l'inverse. Il y a un très bon podcast qui a été fait par Météo France qui raconte justement cette aventure des lobbies américains. Oui, et puis c'est confortable. Hein. Je veux dire, s'il fait chaud et je mets ma clim, c'est très confortable. Je veux dire, l'énergie, mais ça, c'est Jean Covici qui le dit beaucoup mieux. On a 200 esclaves, chacun à disposition. J'adore son exemple. On vit au-dessus de nos moyens, oui. Oui. Au-delà des lobbies sur les États-Unis, parce que moi j'ai un peu étudié les stratégies d'adaptation, les plans d'adaptation aux États-Unis, c'est aussi très dépendant des États et des lieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une vision structurelle top-down comme on est en France ou en Europe. On a une stratégie européenne d'adaptation, une stratégie nationale, des déclinaisons régionales et des déclinaisons locales par communauté vélo. Aux États-Unis, on va avoir des États comme en Californie qui sont très touchés par le changement climatique. Oui, il y a une stratégie régionale d'État et puis d'autres stratégies locales. Des États où il y a Texas, voilà. New York est très touché par la montée des eaux parce que c'est un marécage à la base qui a aussi beaucoup d'actions et qui a en face beaucoup d'actions fondées sur la nature. Voilà, donc on est sur des choses beaucoup plus individuelles. On a aussi beaucoup d'entreprises qui font des choses en fait. Certaines qui ne font rien du tout mais qui sont à fond sur les lobbies, comme vous l'avez dit, et d'autres qui sont plutôt porteuses. Donc c'est beaucoup plus individuel. On est sur un terrain individualisme et qui se ressent y compris. Je pense que malheureusement, les vertus sont encore volontaires. Je vais changer un peu de sujet, mais je voulais savoir quels sont les progrès qu'on a fait sur les modèles climatiques par rapport à ceux d'avant et ceux d'aujourd'hui. Non, tu peux répondre. Alors, des progrès, il y en a énormément. Les modèles représentent de plus en plus finement beaucoup de processus, ne serait-ce que la météo, la façon dont elle se passe, la représentation des nuages, de la pluie, etc. Et ce qui s'est beaucoup passé dans les dernières années aussi, c'est que pour être capable de travailler sur le climat, le climat, en fait, le mot de base, hein, c'est une interaction entre la météo et l'environnement, quelque part. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi en interaction qu'on va avoir l'océan, les surfaces continentales, la végétation, donc un certain nombre de variables environnementales et les écosystèmes en particulier. Et donc, tout ça finit par être représenté aussi dans nos modèles. Donc, on a une augmentation de la complexité, ce qui vient que dans le temps, on pouvait regarder des grandes tendances, et puis on avait lecture de ce qui pouvait se passer, puis plus le temps passe, cette grande lecture, elle reste là. Alors, par moments, vous avez l'impression qu'on raconte toujours la même chose. Alors, moi, c'est vrai, je raconte depuis 25 ans. Hein. Si simplement, on met du CO2 et ça chauffe, j'ai peut-être dit la même chose. Mais maintenant, on va aller plus loin quand même. On est capable de dire, bah oui, mais il y a aussi des événements extrêmes. On commence à être vraiment capable de les représenter, d'en avoir des statistiques qui commencent à avoir une représentation fiable, des types différents et tout. Donc, on peut affiner la façon de présenter les choses et la façon d'interagir aussi après sur les résultats. Par rapport à plein de domaines, en fait.
c'est un vrai support à la réflexion qui permet d'explorer toutes les directions. D'ailleurs, dans chaque rapport du GIEC, en amont, on fait des grands exercices de modélisation. Et d'ailleurs, on les fait justement avec ces modèles, soit on a tout mis. Alors, quand on met tout, on ne comprend plus rien après, mais on a tout mis. C'est-à-dire qu'on a une représentation où tout interagit, l'océan, l'atmosphère, les glaces, les surfaces continentales, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'énergie, les aérosols, enfin, voilà, tout ça. Et puis, au-delà de ça, on sent bien que suivant ce qu'on fait, on veut savoir si des effets sont importants ou pas. Alors, on peut justement, l'avantage d'un modèle, c'est qu'on peut aussi enlever des bouts, les remettre, les enlever, les remettre. Et c'est grâce à c'est une exploration numérique en fait du climat. Et on explore le climat comme ça pour comprendre comment ça marche. Et c'est vraiment tout ce qui est retraduit dans les rapports du GIEC. Alors, avec le temps, il y a toujours des choses sur lesquelles vous entendez souvent parler de biais systématique des modèles. Oui, il y a des choses depuis 20 ans. C'est toujours pas complètement satisfaisant. Alors, souvent, c'est des processus compliqués à aller faire la pluie au bon endroit quand vous avez un orage. Quand même, vous voyez bien à quel point ça peut être compliqué de faire ça. Mais malgré tout ça, la complexité des questions, la façon de les aborder, ça a énormément évolué. Voilà. Et alors, ce qui est en train de se passer aussi là-dessus, donc avec des vérifications à toutes les échelles de temps, dans tous les secteurs, enfin, c'est très gros, hein, c'est une communauté qui se déploie dans les différents domaines, hein, que ce soit l'atmosphère, le sang, enfin, tout ce que j'ai vu aussi. Et ce qui se passe de plus en plus aussi, c'est une capacité à être plus proche de ce dont on a besoin pour étudier des impacts. Typiquement, dans des modèles tels que ceux qu'on développe à l'IPSL, on a un modèle de surface continentale qui commence à être assez sophistiqué, qui, quand il est aussi utilisé tout seul, peut faire des liens avec l'agriculture beaucoup plus facilement. Et donc, on finit par avoir une modélisation qui permet d'être beaucoup plus cohérent avec l'utilisation quand on va vouloir faire des résultats ou aller attaquer un secteur d'activité. Et dans le temps, ce qui est vraiment en train de se jouer là, c'est cette cohérence sur la façon de regarder les choses et de pouvoir être beaucoup plus fin ou de faire le pont entre différents types d'activités. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut s'arrêter là parce qu'il faut que nous libérions l'amphi. Merci beaucoup. Merci à vous. Petite chose, tout à l'heure, Marie-Alice, tu parlais de Jean Jouzel dans La bataille du siècle. Et je profite de ce moment pour vous dire que ce documentaire sera diffusé ici dans cet amphithéâtre le 12 octobre prochain. Ça fera l'objet de l'ouverture de la Fête de la Science 2022 qui a pour thème le climat. Et Jean Jouzel sera là avec nous. Il pourra répondre à toutes vos questions. Alors, c'est un mardi et à 11h le matin. Donc, pour celles et ceux qui peuvent, notez déjà, ça sera ouvert au grand public et on sera ravis de vous accueillir. Voilà, le 12 octobre. Merci.